Notre histoire nous emmène dans le luxueux hôtel 5 étoiles Jawa, dans la ville de Yuning. À l'intérieur, une femme aux cheveux roux profitait d'une bonne douche chaude et relaxante. Pendant ce temps, un homme mal intentionné s'empare de ses vêtements en se disant qu'il va enfin la faire sienne. Mais soudain, on toque à la porte, interrompant ses plans. Une livraison de repas venait d'arriver. Le type répond alors qu'il arrive pour récupérer la commande qu'il a passée. Et à la surprise générale, la personne qui se tenait là n'était autre que notre protagoniste Yeshen. L'amant ouvre la porte et reste sous le choc en voyant le livreur. Au même moment, la femme apparaît juste derrière lui, simplement vêtue d'une serviette, et demande d'un air confus si c'était lui qui avait pris ses vêtements. Choqué par la scène, Yeshen finit par laisser tomber le sac de nourriture par terre. Agacé par la situation, l'homme riche se met à crier et à insulter notre héros. Voyant l'agitation, sa femme crie « Fancho », ce qui laisse le protagoniste complètement perplexe. L'amant se moque alors de lui, en disant que son bon arien de mari n'était en fait qu'un livreur. Yechen se souvient alors de comment il a pris soin d'elle pendant 3 ans, sans qu'elle ne le laisse jamais la toucher. Le jeune homme lui demande alors pourquoi, lui qui la croyait être une femme de principe. Elle répond froidement qu'elle l'a trompé parce que son mari n'est qu'un minable livreur de repas. Juste après, la femme présente l'autre homme comme un jeune maître, le patron d'une grande entreprise. Elle enchaîne en disant que seul un homme comme ça est digne d'elle et pas un pauvre type comme son mari. Le mec riche dit alors à Yeshen de s'agenouiller et d'admettre qu'il a eu tort pour obtenir 5 étoiles. La rage monte chez le protagoniste, qui se demande comment ils peuvent être aussi culottés juste parce qu'ils ont de l'argent. Fangsho dit alors à la femme de ne pas s'inquiéter et qu'il devrait simplement reprendre là où il s'était arrêté. Fou de rage, notre protagoniste attrape le type et lui dit d'arrêter tandis que l'amant hurle de douleur. Sa femme se place devant l'homme riche pour le défendre et met même son mari au défi de la frapper. Et sur un ton menaçant, la femme dit qu'elle appellera la sécurité s'il ne part pas. Déçu par tout ça, notre héros se contente de la fixer et de prononcer son nom, Wang Jiao. Puis Yechen se souvient du jour où son grand-père lui a montré une photo de sa fiancée arrangée. C'était la première fois qu'il voyait le visage de la femme qu'il allait épouser. À l'époque, il la trouvait magnifique et pensait qu'il aurait une vie heureuse et paisible avec elle. Mais maintenant, il réalise que tout ça n'était qu'un rêve et espère qu'elle ne le regrettera pas. La jeune femme éclate de rire et dit que son seul regret est d'avoir un mari bon à rien. Alors que le jeune homme sort, le livreur monte sur son scooter et s'apprête à quitter cet endroit horrible. C'est alors qu'il reçoit un appel d'un numéro inconnu et répond rapidement. C'était son maître qui l'informait que sa formation de 3 ans en tant que gendre de la famille Teo Wang était terminée. Et avec ça, sa prochaine mission de formation se déroulerait dans le vaste et compétitif monde des affaires. L'homme révèle alors qu'il a racheté le groupe Hashing et l'a nommé président, ce que Yeshen accepte. Juste après, il demande s'ils doivent intégrer la jeune femme à la famille, mais le jeune homme répond qu'elle n'en est pas digne. Notre héros démarre alors son scooter à toute vitesse, avec un nouvel objectif et une nouvelle vie devant lui. Plus tard, vers 20h, Wang Jiao rentre à la maison et ouvre la porte. Elle voit son mari faire ses valises et lui demande s'il s'enfuit pour une petite contrariété. La femme ajoute que puisqu'il vit gratuitement chez elle, il doit tout supporter en silence. Yeshen explose et dit que pendant 3 ans, il a enduré les humiliations de sa part et de celles de toute sa famille. Il crie qu'il a tout supporté parce qu'il tenait à elle, mais que désormais, il ne veut plus de cette vie. Avec une expression déterminée, le jeune homme regarde Wang Jiao et demande enfin le divorce. La femme devient furieuse et lui reproche d'être un bon à rien, l'avertissant qu'il va perdre l'appartement et la voiture de luxe. Avec un sourire narquois, notre héros répond qu'il n'a besoin de rien de tout ça et qu'il peut tout abandonner. Agacée, elle accepte la séparation et se plaint de son grand-père qui l'a forcée à épouser un homme sans valeur. Elle se vante ensuite de sa riche famille et il suggère qu'ils finalisent le divorce le lendemain matin. La jeune femme refuse car c'est le 80e anniversaire de sa grand-mère et elle doit d'abord en parler à sa famille. Le protagoniste lui dit alors de régler ça rapidement, car il attendra son appel. Alors qu'il s'en va, elle lui crie qu'il le regrettera, et qu'il reviendra la supplier à genoux dans quelques jours. Dehors, sous la pluie, le téléphone du jeune homme sonne et quelqu'un lui dit que la voiture l'attend. À ce moment-là, une voiture de luxe s'arrête juste devant lui, comme si elle attendait sa sortie. En fait, c'était toute une flotte de Rolls-Royce qui était là, et plusieurs hommes en costume le saluent en l'appelant jeune maître. Un de ses subordonnés lui propose un parapluie, mais Yeshen refuse l'objet de protection. Le jeune maître dit que laisser la pluie tomber sur lui l'aidera à y voir plus clair. Avec précaution, un de ses employés pose un par-dessus sur ses épaules pour le protéger du froid. Avec un regard déterminé et nouveau, notre héros donne l'ordre à tout le monde de partir. Le convoi de voitures de luxe commence à s'avancer dans la rue mouillée, impressionnant tous les passants.
Les gens sur le trottoir sont perplexes face à ce défilé de voitures de cette marque. De son étage, son ex-femme entend le bruit et se demande si une personne très importante est arrivée. À l'intérieur d'un des véhicules, le protagoniste regarde droit devant lui avec une expression sérieuse, concentrée sur l'avenir. Le monde connaît des familles riches, mais la plus mystérieuse de toutes est la famille E, avec des milliards d'actifs. Arrivé à un héliport, un des hommes le guide vers un hélicoptère qui l'attend. Depuis l'âge de 3 ans, les héritiers de la famille suivent une éducation stricte et différente des autres. Et pour tester le caractère de chacun, les aînés de la famille les soumettent à des épreuves spéciales. Dans un flashback, on voit son grand-père lui expliquer la mission de se marier dans une famille de seconde zone. À l'époque, le jeune homme avait volontiers accepté le test car il était déjà intéressé par la jeune femme. Mais maintenant, une larme coulant sur son visage, il comprend que tout est fini et qu'il est de retour chez lui. De retour à sa juste place, le protagoniste retrouve sa vraie maison et sa vraie famille. Le lendemain matin, à la fête d'anniversaire de la grand-mère de Jiao, tout le monde la félicite. La matriarche de la famille Wong remarque alors l'absence de Ye Chen et demande où il est. L'ex-femme ment effrontément, disant que son mari est probablement parti travailler. Deux membres de la famille se mettent à se moquer du protagoniste, disant qu'il n'est qu'un livreur et qu'il leur fait honte. Furieuse de ce manque de respect, la vieille femme ordonne à sa petite-fille Clou d'amener le jeune homme ici immédiatement. Sans autre issue, la jeune femme décide de révéler à tout le monde qu'ils sont en train de divorcer. La grand-mère hurle que le mariage a été arrangé par son grand-père et demande qui a bien pu donner la permission. En larmes, elle invente que c'est parce que Yishen a une autre femme et qu'elle ne peut pas désobéir à son grand-père. La vieille est sous le choc et traite le jeune homme de monstre pour avoir trompé sa petite-fille après tout ce qu'elle a fait. Un cousin balance alors que c'est pas étonnant vu qu'elle ne l'a jamais laissé la toucher en 3 ans. La matriarche ignore la remarque et dit que même comme ça, il n'aurait pas dû la tromper et ordonne qu'on le ramène pour le mater. Direct, la meuf chope son téléphone pour appeler son ex-mari et obéir à sa grand-mère. Le téléphone de Yishan se met à sonner. C'était son ex-femme qui l'appelait. Le jeune homme répond d'une voix glaciale et lui demande ce qu'elle veut encore. La femme lui dit que sa grand-mère veut qu'il vienne, mais le protagoniste répond qu'il n'ira pas et lui raccroche au nez. Elle est scandalisée par son attitude et n'en revient pas que son ex-mari lui ait raccroché au nez. La jeune femme annonce alors à la matriarche qu'il ne viendra pas. Et la vieille dame devient folle de rage face à son audace. Sur ce, le cousin Shaji propose d'aller chercher le protagoniste et la grand-mère est d'accord avec l'idée. En voyant son cousin partir chercher son ex-mari, la femme observe la scène en silence. La grand-mère profite de l'attention de tout le monde pour faire une annonce capitale à la famille. Elle leur dit que le groupe Asian a un nouveau PDG mystérieux que personne ne connaît. La vieille conclut en disant que l'avenir de la famille dépend d'une bonne relation avec cet homme. Pendant ce temps, un de ses subordonnés l'interroge sur ses récentes actions. Le héros explique que c'est son dernier jour en tant que livreur et qu'il préfère observer ses ennemis depuis l'ombre. Ailleurs, le cousin de son ex-femme appelle le jeune homme au volant de sa voiture de luxe. Le type lui demande où il est et le protagoniste lui donne sa position. Avec un sourire malicieux, le cousin dit qu'il est en route pour le retrouver. Peu de temps après, la bagnole du mec manque de renverser Yishen, qui est sur son scooter. Le conducteur ordonne alors au livreur de monter dans la voiture parce que la grand-mère veut le voir. Notre héros refuse et prévient que le divorce aura bien lieu, même si sa grand-mère le supplie. Shaji se marre et dit que la matriarche veut le punir, et Yishen demande pourquoi. Le cousin l'accuse de l'avoir trompé et dit que c'est pour ça qu'il mérite d'être puni par la famille Wong. Notre héros est surpris et demande si son ex-femme a vraiment dit qu'il l'avait trompé. Sur ce, le jeune homme se met à rire et le cousin, agacé, lui demande ce qui le fait marrer. D'un regard glacial, le protagoniste pense à quel point Wong Jae-el peut être sans gêne et menteuse. Shaji est surpris par ce changement soudain et sent une présence surpuissante émaner du livreur. Le cousin lui dit alors de monter dans la voiture et de s'agenouiller pour recevoir sa punition de la grand-mère. Vexé par le refus, il sort de la voiture et le menace en lui disant qu'il va lui mettre une raclée. Sans hésiter, Shaji se jette sur notre héros et essaie de lui mettre un coup de poing en pleine figure, mais Yishen esquive facilement et utilise le rétroviseur de son scooter pour frapper le visage de l'agresseur. Le coup est parfait et le cousin hurle de douleur tandis qu'un filet de sang coule de sa bouche. Fou de rage, Shaji sort un couteau et dit qu'il va appliquer la punition de la famille et en finir avec lui. Le cousin essaie alors de poignarder le jeune homme, mais notre héros est plus rapide et esquive l'attaque. D'un geste rapide, il attrape le poignet de l'ennemi et empêche la lame de l'atteindre. Saisissant l'occasion, le protagoniste lui envoie un coup de poing surpuissant en pleine tête. Au sol, le mec entend Yishen lui dire qu'il n'est plus le toutou de la famille Le Wong à qui on donne des ordres. Et avec un regard déterminé,
notre héros déclare que plus personne ne lui donnera d'ordre. Le cousin vaincu le menace pendant que le livreur met son casque et s'apprête à partir. Pendant ce temps, à l'entrée de l'hôtel Wanha, la fête d'anniversaire de la matriarche battait son plein. Madame Wong et les autres membres de la famille attendaient avec anxiété quand quelqu'un a annoncé le retour de Shaji. En voyant la voiture approcher, la grand-mère vante l'efficacité de son petit-fils pour exécuter ses ordres, mais à la surprise générale, le jeune homme sort de la voiture complètement amoché et appelle sa grand-mère au secours. Choquée, la grand-mère demande qui a blessé son petit-fils, et il révèle que c'est le bon Arien de Marie de Gillot. Le père du jeune homme débarque, furieux, et hurle que cette ordure a osé s'en prendre à son fils. Le visage tout enflé, le cousin demande alors à la grand-mère s'ils doivent appeler la police. La matriarche refuse parce que ce serait la honte et dit qu'elle va régler ça en famille. Elle dit alors à son fils d'utiliser ses contacts pour donner une bonne leçon au jeune homme et le ramener. Une demi-heure plus tard, Yi-Chen est encerclé par deux colosses dans un couloir sombre. Les brutes se présentent et disent aux protagonistes de les suivre sans poser de questions. Le jeune homme en déduit qu'ils ont été envoyés par la famille Wong et refuse, car c'est son dernier jour de boulot. Là-dessus, les malfrats s'énervent et fondent sur lui avec l'intention de lui bousiller les mains. Peu après, seuls des bruits de bagarre et des cris de douleur résonnent dans le couloir silencieux. Quelques instants plus tard, notre héros réapparaît, calme et soulagé que sa livraison soit sauve. Mais un des malfrats se relève derrière lui, les yeux rouges de colère, prêt à attaquer. Le mec tente une attaque surprise par derrière, mais le protagoniste esquive d'un mouvement rapide. Tranquille, il vérifie même si sa livraison de bouffe est toujours intacte. En se disant qu'il ne reste plus qu'une seule livraison, le jeune homme monte sur son scooter et se barre, plantant là le malfrat. De retour au luxueux hôtel WA, la fête de la famille Wong battait toujours son plein. Ji-Kian dit à sa mère que les hommes qu'il a engagés ont tous été mis KO par l'ex-gendre. La matriarche est sous le choc et se demande si ce bon Arien sait vraiment se battre. À ce moment-là, un homme annonce l'arrivée de l'agent régional de Tianchuan Delivery venu la féliciter. Le père de Shaji réalise que c'est le patron du jeune homme et souffle une nouvelle idée à l'oreille de sa mère. Le patron, un certain Makan, arrive avec une bouteille de vin hors de prix en cadeau pour la reine de la soirée. Madame Wong le remercie mais remarque qu'il n'est pas de bonne humeur et lui demande pourquoi. Le père du cousin en profite alors pour lui glisser un mot à l'oreille à propos de Yi-Chen. Makan est choqué d'apprendre que le gendre a non seulement trompé sa petite-fille, mais qu'il a aussi blessé son petit-fils. L'homme se lamente en disant qu'il ne peut rien y faire, mais Ji-Kian lui rétorque qu'il est la personne parfaite pour le job. On découvre alors que le jeune homme travaille comme livreur pour sa société, Tianchuan Delivery. Avec un sourire malveillant, le patron leur dit de ne pas s'inquiéter et qu'il va s'occuper de l'affaire lui-même. Il sort alors son téléphone et demande à un employé de créer une fausse commande pour l'hôtel WA. 15 minutes plus tard, notre protagoniste débarque sur son scooter pour effectuer sa dernière livraison de la journée. Il appelle Monsieur Ma, lui disant que la commande est à l'entrée de l'hôtel et lui demande de venir la chercher. À l'autre bout du fil, le patron l'ignore et ordonne au livreur d'apporter le colis à l'intérieur du hall. Le jeune homme explique que l'entrée est interdite et que le client doit se présenter à la porte. Makan regarde alors la matriarche qui, d'un geste, approuve la poursuite du plan. D'un ton menaçant, l'homme dit à notre héros de l'attendre juste là, à l'entrée de l'hôtel. En raccrochant, Ian comprend enfin que tout ceci n'est qu'un immense piège. Au même moment, le patron et toute la famille Wong se dirigent ensemble vers la sortie pour le rejoindre. En arrivant, Ma-kun pointe du doigt le protagoniste et lui ordonne d'enlever son uniforme et de rendre son badge. Ne comprenant pas, notre héros fronce les sourcils et demande ce qui se passe. Le cousin révèle alors que cet homme est son plus haut supérieur dans l'entreprise. Mikan le menace en disant qu'il peut appeler le manager qu'il a embauché s'il ne le croit pas. Le téléphone du protagoniste sonne et son manager l'informe que le président May vient de le virer. Le jeune homme est furieux car il voulait bien terminer sa dernière journée, mais cet homme a tout gâché. N'ayant pas vraiment le choix, le livreur commence à retirer la veste de son uniforme comme le patron l'a ordonné. Le père et le cousin de l'ex-femme se moquent de lui, lui disant de tout enlever comme un petit toutou. Sur ce, notre héros demande au patron si son contrat d'agence n'expire pas cette année. Ma-kun reste sans voix et se demande comment un simple livreur peut connaître cette information. Avec un sourire narquois, Ished l'informe qu'il ne sera plus l'agent de la société de livraison. L'homme se met en colère et crie qu'il est très proche du grand patron de Tianchuan et qu'il ne se fera pas virer. Puis la grand-mère de la famille Wong entre dans la discussion et hurle à l'ancien gendre de s'agenouiller par terre. Elle l'accuse d'avoir trompé sa petite-fille et d'avoir frappé son petit-fils, promettant de le punir devant tous les invités. Le protagoniste sourit et demande pourquoi il devrait s'agenouiller pour cette vieille dame. La matriarche se souvient alors de la promesse qu'il avait faite d'accepter la punition de la famille s'il faisait quelque chose de mal.
Notre héros confirme que sa parole tient toujours et qu'il n'est pas homme à revenir dessus. Satisfait, le père du cousin ordonne qu'on apporte la règle dragon de la famille Wong pour la punition. Ensuite, un lourd objet doré en forme de dragon est apporté dans le hall. Les invités chuchotent qu'être frappé avec ça doit faire mal pendant des jours et pourrait défigurer quelqu'un. Sans hésiter, l'homme ordonne qu'on donne au jeune homme 20 gifles au visage avec cet objet en métal. Le père de Gio se propose de discipliner personnellement le gendre pour avoir manqué à son devoir. Mais soudain, une voix de femme interrompt tout le monde et dit de lui laisser cette affaire. C'était Wang Jie elle-même qui prend la règle et dit que puisqu'il est son mari, elle le frappera elle-même. Avec un sourire ironique, notre héros dit que d'abord elle l'a trompé, puis elle l'a accusé, et maintenant elle veut le frapper. La femme détourne le regard et il se moque, disant qu'il a épousé une femme rare et unique. Elle réaffirme alors qu'il est son mari et que si quelqu'un doit le frapper, ce sera elle. Mais son cousin reprend l'objet et hurle sur le protagoniste, le traitant de crapule. Sur ce, Xiai se jette sur le jeune homme et essaie de lui frapper le visage avec la règle en or. Notre héros est plus rapide et, d'un mouvement agile, arrache l'objet des mains de son agresseur. Sans réfléchir une seconde, Yen utilise la règle pour donner un violent coup au visage du cousin. Tous les invités sont choqués de voir le gendre, qui ne vaut rien, frapper le petit-fils légitime de la famille. Furieuse, la matriarche lui hurle dessus pour avoir fait une scène et menace d'appeler les autorités pour l'emmener. Le jeune homme se tourne vers la foule et dit qu'il ne faisait que se défendre car Chi l'a attaqué en premier. Un des invités lui rappelle alors qu'il avait accepté la punition de la famille. Le protagoniste est d'accord, mais dit qu'il n'accepterait la punition que s'il avait réellement fait quelque chose de mal. La grand-mère répète alors les accusations de tromperie envers sa petite-fille et d'agression sur son petit-fils. Sur ce, Ishan révèle que c'est elle qui l'a trompé avec Fang Shou à l'hôtel Jawa et qu'il y a des enregistrements. Les invités commencent à jaser et à commenter le manque de pureté de la célèbre beauté de Yunqing. Désespérée, la jeune femme prétend qu'elle a rencontré un homme riche pour discuter d'affaires, de soins et de financement. Le jeune homme lui demande alors si parler affaires nécessite une chambre d'hôtel et un peignoir. Soudain, l'un des invités annonce l'arrivée du jeune maître Fang en plein milieu de l'agitation. L'amant de Gio entre dans la salle avec un cadeau et demande ce qui se passe. La femme court vers lui et lui demande de confirmer que leur rencontre n'était que pour les affaires. Le riche homme serre la femme dans ses bras et ment, disant qu'elle était seulement venue lui apporter un document à l'hôtel. Sur ce, Fang Shou met notre héros au défi de présenter la moindre preuve, comme des vidéos ou des photos de leur liaison. Il invente ensuite que la vraie raison est qu'Eshen était le livreur pour sa commande de nourriture. L'homme continue en disant que le jeune homme avait une attitude horrible et que c'est pour ça qu'il a reçu une évaluation négative. Pour prouver ses dires, il demande à Makun de vérifier les registres de livraison de la veille. Le patron sort alors son téléphone et confirme l'histoire, montrant à tout le monde l'évaluation d'une étoile. Les invités commencent à juger le protagoniste pour être si bas au point de se venger pour une évaluation. Calmement, notre héros fait face à son ex-femme et lui demande si elle ne va pas expliquer la vraie raison. La jeune femme répond froidement qu'il n'était pas concentré sur son travail et qu'il ne sait pas gérer la pression. Le jeune homme se met à rire de déception et se demande pourquoi il attendait encore quelque chose d'une femme comme elle. Il se tourne ensuite vers la matriarche et la met au défi de présenter la moindre preuve de sa prétendue liaison. Madame Wong reste sans voix et ne sait quoi dire tandis que la petite fille détourne le regard. Sans preuve, la grand-mère ignore les accusations mais dit qu'elle ne pardonnera pas l'agression de son petit-fils. Notre héros se défend, disant que Shui l'a attaqué avec un couteau et qu'il y a des caméras pour le prouver. Agacée, la vieille femme l'accuse de se la ramener après avoir vécu au crochet de la famille pendant 3 ans. Yu Chen affirme qu'il a toujours été respectueux et promet de ne pas chercher les embrouilles si le cousin le laisse tranquille. Le regard sérieux, le jeune homme formule sa seule et unique demande, obtenir enfin le divorce de Go. Morte de rire, mais folle de rage, la matriarche dit que ce mariage était un souhait de son défunt mari et qu'elle l'a toujours honoré. Pendant qu'elle parle, les invités commencent à chuchoter entre eux à propos de ce drame familial. La vieille dame termine en se vantant de la beauté de sa petite-fille et en disant qu'elle est beaucoup trop bien pour le jeune homme. Furieuse, la matriarche déclare qu'elle ne respectera plus le souhait de son mari et les renie tous les deux de la famille. Pour fêter ça, le père de Ja demande au serveur d'apporter à boire pour tous les invités. Sur ce, les convives se mettent à féliciter la grand-mère et la petite-fille de s'être enfin débarrassés de cette ordure. La mère de la jeune femme en profite pour révéler que pendant 3 ans, ils ont fait chambre à part et ne se sont même jamais tenus la main. Elle crie à tout le monde que sa fille Anuli est toujours pure, ce qui met la jeune fille dans un embarras total. Avec un sourire en coin, notre protagoniste se contente de regarder toute cette humiliation publique et gratuite.
Il comprend alors que son ex-femme va être traitée comme une marchandise et vendue au plus offrant. Notre héros s'approche et la félicite d'avoir enfin pu trouver un homme du niveau de sa famille. La jeune femme dit que s'il s'agenouille et la supplie, elle pourrait peut-être convaincre sa grand-mère de ne pas encore divorcer. Le jeune homme lui demande si elle veut vraiment qu'il s'agenouille après l'avoir trahi de la sorte. Déclarant qu'elle n'en est pas digne, il verse le verre de vin rouge sur la tête de son ex-femme. Choquée, la femme hurle que cet homme méprisable est devenu fou et qu'il se rebelle contre eux. La grand-mère est abasourdie par le geste de son ancien gendre, tandis que la petite fille continue de hurler de rage. Le cousin se plaint alors à la grand-mère en disant qu'un simple divorce c'est trop peu, et la vieille est d'accord avec son petit-fils. La matriarche dit que le jeune homme a gâché la jeunesse de sa petite-fille et a frappé son petit-fils, donc il ne peut pas s'en tirer comme ça. Et sur ce, elle demande de l'aide à tous les invités importants pour anéantir la carrière de son ancien gendre. Les invités cancanent sur le plan de la famille, mais se demandent s'ils devraient vraiment s'en mêler. Fang Chaoua annonce alors qu'il soutient la famille et garantit qu'aucun hôtel de la ville n'acceptera le jeune homme. Le Richard se dit qu'en plus de récupérer sa femme Yves Le Chiab, il va aussi faire ramper et supplier le protagoniste. Peu après, le propriétaire d'une chaîne de restaurants propose également de ruiner la vie de notre héros. Le patron de la livraison, Makun, se joint aussi au boycott et garantit que CM ne travaillera plus jamais dans la livraison. Le PDG de Karoshing se joint à eux et notre héros demande si quelqu'un d'autre veut prendre la parole. L'homme répète la menace et le protagoniste se contente de rire et de demander si un autre secteur veut se manifester. À ce moment-là, le cousin se souvient que le jeune homme se bat bien et suggère que quelqu'un lui barre la route en tant que garde du corps. Les invités commandent qu'il est impossible de connaître tous les riches de la ville pour empêcher que ça arrive. Soudain, quelqu'un se met à rire de la situation et toute l'attention se tourne vers une femme mystérieuse dans la salle. Assise sur un canapé, une belle femme en tailleur rouge attire tous les regards et personne ne sait quand elle est arrivée. Le père de Shaji la reconnaît comme étant la présidente Cunan et s'excuse de ne pas l'avoir saluée plus tôt. Un autre invité, sous le charme de la jeune femme, demande à l'homme de la lui présenter. L'homme pense à quel point ce Makun est un plouc de ne pas la reconnaître et révèle qu'elle vient du groupe Hashing. La femme est présentée comme Kun Hongyan, la célèbre et puissante vice-présidente de la grande entreprise. Comme le président du groupe est un personnage mystérieux, c'est elle qui détient tout le pouvoir et qui a conclu des marchés se chiffrant en milliards de dollars. Notre protagoniste la reconnaît et pense, surpris, qu'elle est la vice-présidente de sa propre entreprise. Le père de Jaya commence à la flatter, disant qu'elle est la seule à connaître tous les riches de la ville. L'autre invité est d'accord et dit qu'avec sa beauté, tous les hommes riches de la ville veulent faire sa connaissance. La femme plaisante en disant qu'il donne l'impression qu'elle fricote avec tous les hommes riches, et l'homme s'excuse. L'invité pense alors qu'une si belle femme ne deviendrait pas vice-présidente sans utiliser ses charmes. Sur ce, l'homme lui demande de les aider à en finir avec le jeune homme en échange du financement de 70 millions. Avec un regard glacial et sans dire un mot, la présidente sort calmement une cigarette de son sac à main. En voyant ça, plusieurs hommes riches se précipitent pour allumer sa cigarette avec leur briquet de luxe. À ce moment-là, plusieurs hommes riches et puissants se précipitent pour allumer sa cigarette avec leur briquet de luxe. Mais la femme les ignore tous et, avec un regard séducteur, appelle notre héros. Le jeune homme demande « pourquoi faire ?» et pense avec un sourire en coin à quel point cette vice-présidente qu'il n'a jamais vue est intéressante. La présidente demande alors au protagoniste d'allumer sa cigarette. Les invités sont sous le choc et se demandent ce que cette ordure a de si spécial pour elle. Sans se soucier des autres, chacun répond froidement qu'il n'a pas de briquet sur lui. Les lèche-bottes sont scandalisés qu'il ait publiquement rembarré la déesse des hommes riches de Yuning. En entendant cela, la femme se lève et, au son du claquement de ses talons, se dirige vers le jeune homme. Elle lui demande alors son nom et le protagoniste fait l'innocent en demandant « quel nom ?» La présidente précise qu'elle veut son nom et le jeune homme se moque parce qu'ils ont déjà dit que c'était Yi Chen. L'un des hommes lui hurle dessus de ne pas être irrespectueux, mais la femme lui fait signe de se taire. Elle s'approche et dit que, puisqu'il porte le même nom que le nouveau président, elle va lui donner une chance, tout en lui chuchotant à l'oreille. La femme le complimente et lui propose un poste de garde du corps personnel. Les invités se mettent à papoter et se demandent pourquoi elle le protège et s'il lui plaît. L'ex-femme observe la scène de loin et ne comprend pas ce que cette femme puissante veut à Yachen. Un des hommes en profite pour demander le nom complet du nouveau président, puisqu'il est aussi un Yai. La présidente répond que le patron ne veut pas que les gens sachent de qui il est et que même elle ne connaît pas son nom complet. Sur ce,
notre héros réalise qu'elle ne sait pas qui il est et demande quelle porte de sortie elle lui propose. Elle répond que s'il s'agenouille et présente ses excuses un par un à la famille Luong, elle lui pardonnera. Et après ça, elle l'embauchera comme garde du corps avec un salaire annuel de 200 000. L'ex-femme se plaint à sa grand-mère, disant que la présidente va clairement contre eux exprès. La matriarche comprend alors que la femme joue dans la cour des grands et que c'est pour ça qu'elle est devenue vice-présidente si jeune. Avec ça, la vieille dame réalise qu'elle ne froisse personne et qu'elle peut faire tomber n'importe quel homme à ses pieds. Mais à la surprise générale, notre protagoniste refuse tout simplement l'offre de la puissante femme. Son ex-femme est complètement choquée et s'envoie devant l'audace de l'homme qui fut autrefois son mari. La présidente elle-même n'en croit pas ses oreilles et hurle à son ancien gendre de répéter ce qu'il vient de dire. Avec un air sérieux et sans hésiter, notre héros se prépare à répondre à la femme devant tout le monde. Il se penche près de son oreille et répète fermement qu'il refuse la proposition humiliante qu'elle lui a faite. Ce contact soudain laisse la puissante femme complètement troublée et embarrassée par la situation. Un des hommes lui hurle dessus et le jeune homme se défend en disant qu'il s'est seulement approché pour qu'elle entende mieux. Furieuse, la femme pense que ce gendre cherche les ennuis et qu'il a un sacré culot. Elle se tourne alors vers la matriarche et annonce qu'elle soutiendra la famille pour mettre fin au jour de Yi Chen. Les invités fêtent ça et son ex-femme dit que maintenant il n'a aucune chance de survivre en ville. Le jeune homme demande si c'est sa décision ou celle du groupe Hashing et elle confirme qu'elle représente les deux. Notre héros lui rappelle alors qu'elle n'est que la vice-présidente et qu'elle n'a pas le droit de parler au nom de toute l'entreprise. Les invités chuchotent qu'il a raison et qu'elle ne devrait pas parler au nom du mystérieux président. Vexée, la femme décide de révéler la vérité et dit que le nouveau président, Ye, est en fait son amant. Notre protagoniste est sous le choc et se demande à quel moment il est devenu l'amant de cette femme. Il lui demande alors si elle n'a pas honte de dire ça devant lui et elle réaffirme son mensonge. Les invités se disent que seul un président serait à son niveau et qu'ils forment un couple parfait. Le père de Shi jubile et dit que maintenant qu'ils sont au courant de cette romance, le contrat de financement est dans la poche. La présidente demande alors à tout le monde de garder le secret car son petit ami sépare sa vie personnelle et professionnelle. Notre protagoniste rigole et pense que cette femme se la pète et invente ensuite une excuse pour que son mensonge ne soit pas découvert. Agacée par les moqueries du jeune homme, la femme puissante se tourne vers lui et lui demande ce qui le fait rire. Yachen dit qu'il a entendu dire que le président était quelqu'un d'incroyable et qu'elle n'est pas assez jolie pour lui. Décontenancée, elle prétend qu'il s'admire beaucoup et qu'il a loué une île pour lui proposer un rendez-vous. Fatigué de tant de mensonges, notre héros se dit que ça ne vaut pas la peine de perdre du temps à discuter avec une mytho. Alors, il se tourne vers son ex-femme et lui dit d'aller finaliser le divorce, ce qu'elle accepte. Le cousin les interrompt et dit au jeune homme de rester manger avant de se faire virer de la ville pour de bon. Un des hommes complimente le cousin et compare la scène où il tire les vêtements du jeune homme à la promenade d'un chien. Avec un regard glacial, notre héros se dit que le patron de la livraison, Ma-kun, doit être puni comme il se doit. Sur ce, il sort son téléphone et appelle l'un de ses hommes, demandant le nom du PDG de Tanchuan Delivery. Le protagoniste lui ordonne alors de contacter cet homme et de révoquer l'agence de Yunqing. Tout le monde dans la salle est choqué et perplexe de voir l'ancien gendre passer cet appel. À l'autre bout du fil, son subordonné confirme et l'informe que l'homme pèse 50 milliards. Le jeune homme accepte alors de rencontrer le PDG un autre jour et demande à son employé de tout organiser. L'ordre étant donné et le plan enclenché, notre protagoniste raccroche calmement son téléphone. Un silence gênant s'installe dans la salle alors que tout le monde fixe le jeune homme, son téléphone à la main. Le cousin se met à rire et lui demande pour qui il se prend pour révoquer une qualification d'agence. Ma-kun se moque aussi et dit au jeune homme de choisir le bon moment pour frimer, car il ne fait peur à personne. Le père de Gio le traite de dégoûtant et dit que son grand-père n'est qu'un fermier et qu'il vit dans un monde imaginaire. Avec une expression sérieuse et sans dire un mot, la présidente Kun observe simplement toute l'agitation. C'est à ce moment-là que le téléphone de Ma-kun sonne et il répond joyeusement, voyant que c'est le président Wu pour renouveler le contrat. Mais de l'autre côté, l'homme l'informe que sa qualification d'agence a été officiellement révoquée. Sous le choc de la nouvelle, le patron de la livraison devient blême et n'en croit pas ses oreilles. Il regarde alors la présidente et les invités, pensant qu'il ne doit laisser personne découvrir la vérité. Désespéré, Ma-kun fait comme si de rien n'était et parle des frais de renouvellement, mais on lui dit qu'il n'y aura plus d'agent. Le président l'ignore et lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils prendront un verre ensemble quand ils se verront. Confus, l'homme dit que leur coopération sera agréable et le président le traite de fou. Après avoir raccroché, le patron est au bout du rouleau et se demande si le majordome Fang n'a pas encore prévenu le président.
Le cousin s'approche alors et demande si le renouvellement s'est bien passé, et Makun ment en disant « ça s'est très bien passé ». Et Shaji propose de trinquer à la richesse, et l'homme vide son verre d'un trait, les larmes aux yeux. Notre héros remarque les pleurs tandis que le cousin loue le courage de l'homme pour avoir tout bu d'un coup. La présidente Kun lui demande alors pourquoi il pleure, et il ment en disant que la boisson lui a brûlé la gorge. Le protagoniste le met au défi d'arrêter de faire semblant et de dire à tout le monde la vérité sur son agence révoquée. Furieux, l'homme crie que même si c'est vrai, ce n'est pas à cause d'un moins que rien comme lui. Avec un sourire en coin, notre héros dit qu'il ne veut pas se faire un autre ennemi et boit son thé tranquillement. Le père de Shaji lui hurle dessus pendant que les invités se demandent si le jeune homme a vraiment fait ça. Effrayés, ils commencent à penser aux conséquences si tout est vrai et la présidente entend tout. La mère de Ja assure alors à tout le monde que son gendre inutile vient de la campagne et ne connaît personne d'important. Un invité est d'accord, disant que s'il était puissant, il n'aurait pas supporté d'être traité comme un chien pendant 3 ans. La grand-mère et les autres parents conviennent alors que tout ça est ridicule et n'a aucun sens. Sur ce, les gardes de sécurité commencent à escorter McCunn vers la sortie, qui se plaint parce qu'il a apporté une bouteille de vin cher en cadeau. En voyant la scène, notre héros comprend à quel point la famille Wong est matérialiste et pourquoi son ex-femme l'a trompé. Un chef annonce alors que le banquet va commencer et invite tout le monde à la salle à manger. L'ex-femme dit qu'il devrait d'abord manger et divorcer plus tard pour ne pas gâcher la fête de la grand-mère. Il décide donc d'attendre qu'elle ait fini de manger pour enfin obtenir le divorce, mais une cousine se plaint que sa cuillère s'est salie en touchant celle de ce déchet. Notre héros regarde sa soupe et se rend compte qu'il s'agit d'une recette de grand-mère pour l'augmentation mammaire. Il dit alors qu'elle n'a pas besoin de prendre la soupe, et la parente, agacée, lui demande ce qu'il a voulu dire par là. Le jeune homme lui dit de laisser tomber et lui propose la soupe, mais la jeune femme se plaint qu'il ne la regarde même pas correctement. La cousine se plaint alors à la grand-mère que le jeune homme ne devrait pas manger car il n'a même pas apporté de cadeau d'anniversaire. La matriarche dit qu'ils devraient tenir leur parole, mais la petite fille insiste, car il n'a même pas apporté de cadeau. Le protagoniste se dit que si la vieille n'avait pas insisté sur le mariage, sa mission aurait échoué depuis longtemps. Comme c'est son dernier jour là-bas, il décide d'appeler pour faire préparer un cadeau pour la reine de la fête. Son ex-femme surprend l'appel et se moque, disant que la famille n'acceptera aucune camelote qu'il enverra. Elle ajoute qu'il ferait mieux de ne pas se ridiculiser et qu'il peut demander à quelqu'un de préparer un vrai cadeau. Le jeune homme l'ignore et demande au téléphone si le cadeau est arrivé, ce qui rend la femme furieuse de son audace. 10 minutes plus tard, un livreur en uniforme arrive à l'entrée de l'hôtel de luxe où se déroulait la fête. L'agent de sécurité l'empêche d'entrer, mais l'homme explique qu'il est juste là pour livrer un cadeau. Le livreur demande qui est la personne qui fête son anniversaire car il a une livraison spéciale à faire. Le cousin le questionne et l'homme explique que le propriétaire d'une Rolls-Royce l'a payé pour apporter le cadeau. En entendant ça, Shaji pense que le cadeau est pour la grand-mère et, avec un sourire, demande à l'homme de le lui donner. Le cousin ouvre alors la boîte avec un air supérieur se demandant ce qu'il y a à l'intérieur. Mais en voyant le contenu, son visage change complètement et il est choqué par le cadeau. C'était un bracelet en jade de glace transparent et il dit que ça vaut au moins 10 millions de yuans. L'un des invités est sous le choc et se demande qui enverrait un objet aussi cher par un simple livreur. Pendant ce temps, notre héros mange tranquillement à sa table, observant toute l'agitation de loin. Les autres invités commandent que c'est le cadeau le plus cher qu'ils aient reçu et demandent qui l'a envoyé. La matriarche de la famille Wong est également sans voix et dit qu'elle n'a aucune idée de qui l'a envoyé. Un cousin commente alors que toutes les familles importantes sont là et se demande qui pourrait bien manquer. Avec un sourire confiant, la jeune femme se demande si le cadeau ne viendrait pas de l'un de ses admirateurs. Les invités sont d'accord, car elle est magnifique et attire certainement de nombreux jeunes et riches héritiers de la ville. Son père se vante alors de la beauté de sa fille et approuve l'idée qu'un jeune homme riche a dû envoyer le cadeau. Le président Kim félicite l'homme pour son futur gendre généreux qui offre déjà des cadeaux aussi chers. En voyant la scène, notre héros se dit qu'il préfère imaginer que c'est un admirateur plutôt que d'admettre que c'est lui. Le jeune homme se lève alors et demande à son ex-femme Jio si elle a fini de manger. Comme elle a terminé et que le cadeau a été livré, il dit qu'ils peuvent maintenant aller finaliser le divorce. La femme est confuse et demande quand est-ce qu'il a offert un cadeau car elle n'a rien vu de tout ça. Notre protagoniste montre alors le bracelet de Jade et dit que c'était ça, le cadeau qu'il a offert. Le père de Jade hurle que son ancien gendre est un sans-gêne, car il n'aurait jamais pu se payer ce bracelet. Le cousin se plaint que ce mari bon à rien fait honte à la famille et réaffirme que le cadeau vient d'un admirateur. Agacée par la situation, l'ex-femme dit qu'elle ne veut plus être mariée avec lui et qu'il devrait y aller vite. Notre héros
se tourne vers la grand-mère et dit que pendant 3 ans, ils ont été une famille et que le bracelet est son cadeau. La matriarche lui dit d'arrêter de se vanter et de partir, car il fait honte au nom de la famille Wong. Le cousin le menace alors, lui disant de déguerpir de la ville dès que le divorce sera finalisé. Le jeune homme répond calmement que partir ou non est sa décision et que personne ne lui donnera d'ordre. Peu de temps après, le couple quitte l'hôtel tandis qu'une voiture de luxe s'arrête juste devant eux. Le père de la jeune femme se moque, disant qu'il n'est pas digne de monter dans une BMW 800 et qu'il devrait prendre un vélo. Avec un sourire malicieux, il prévient qu'ils attendront à la porte du bureau de l'état civil et démarre en trombe. Impassible, le protagoniste aile simplement un taxi et demande au chauffeur de l'emmener à destination. En peu de temps, il arrive au bureau de l'état civil pour enfin régler la situation. Avec l'acte de divorce en main, le jeune homme pense qu'après 3 ans, il n'est plus un gendre entretenu. L'ex-femme se moque de lui, disant que maintenant, il est un gendre mis à la porte, ce qui est encore plus honteux. Notre héros lui dit simplement de dire ce qu'elle veut, car il ne veut plus rien avoir à faire avec sa famille. Alors qu'il part en taxi, la jeune femme hurle et l'insulte, le traitant de déchet inutile et sans valeur. Elle demande ensuite à son amant Fang Shou de suivre la voiture pour voir s'il quitte vraiment Yunqing. L'homme riche accepte et suit le taxi, car il est sûr que le jeune homme se dirige tout droit vers la gare. Il explique que comme l'ex-mari n'a aucun moyen de subvenir à ses besoins, il n'a pas d'autre choix que de partir. La femme cependant devient pensive et dit que son expression lui donne l'impression que ce n'est pas si simple. Tout en le suivant, l'homme riche se rend compte que cette route ne mène pas à la gare de la ville. La jeune femme demande alors si c'est la route de l'aéroport, mais l'homme dit qu'elle mène au quartier X. Sur ce, l'ex-femme se demande si le jeune homme ne compte finalement pas partir. L'amant la rassure, disant qu'il doit chercher un hôtel et lui garantit qu'il ne trouvera pas de chambre. Mais à leur grande surprise, le taxi s'arrête devant le luxueux hôtel Four Seasons Sisi Lake. L'homme riche s'énerve et en déduit qu'Ishen doit être là pour postuler à un poste de serveur. La femme se plaint qu'il ignore l'influence de la famille Wong et ne prend pas les menaces au sérieux. Avec un sourire malicieux, l'homme sort son téléphone pour appeler le directeur de l'hôtel et l'arrêter. Pendant l'appel, il demande à sa connaissance de ne pas embaucher un jeune homme nommé Ishen, qui serait venu chercher un emploi. Mais la réponse qu'il reçoit le laisse sous le choc et l'ex-femme demande ce qui n'a pas marché. Il explique que le directeur a dit que personne n'est venu postuler et se demande ce que l'ex-mari fait là-bas. L'homme riche émet alors la possibilité que le protagoniste séjourne en fait dans cet hôtel. La jeune femme trouve ça impossible car elle lui a pris tout son argent et une nuit là-bas coûte au moins 8000. Ne comprenant rien, l'homme décide qu'il vaut mieux demander directement au directeur. Dans le hall de l'hôtel, le directeur confirme qu'Ishen s'est enregistré et a payé pour 7 nuits. Le couple est choqué d'apprendre que le coût total du séjour dépasse les 50 000. L'amant calcule la somme et demande à l'ex-femme si le jeune homme n'avait pas de l'argent secret mis de côté. Juste à ce moment, une réceptionniste révèle qu'il n'a pas réservé une chambre ordinaire mais la suite présidentielle. Il reste doux sans voix en apprenant que la suite coûte 80 000 la nuit pour un total de 560 000. Avec un regard moqueur, l'homme riche lui demande si elle est sûre qu'il a obtenu cet argent des dépenses du ménage. L'ex-femme est sur le cul, tandis que sa maîtresse se demande d'où il sort tout ce fric, persuadée qu'il n'a pas un rond. Le mec riche se met alors à hurler sur la réceptionniste qui confirme bien la somme de 560 000. L'employé révèle en plus que le jeune homme a laissé un pourboire de 10 000 yuans, ce qui choque la jeune femme. Vénère, elle engueule l'employé en lui disant que ce pourboire appartient à la famille Wong et pas à elle. La maîtresse ignore ça et demande d'où vient tout ce pognon, et l'ex-femme répond que c'est impossible que ça provienne de notes de frais. C'est là qu'elle se souvient qu'il s'est occupé du chien de la grand-mère et elle lâche qu'il a dû piquer des antiquités dans la maison. Le mec riche est d'accord avec cette théorie et dit à la nana d'appeler sa famille pour vérifier s'il manque quelque chose. Pendant ce temps, à l'hôtel Wana, la fête d'anniversaire de la matriarche de la famille Wong battait encore son plein. Les invités chuchotent entre eux et se demandent qui peut bien être cette personne mystérieuse qui a fait le cadeau. La présidente Qin s'interroge aussi sur l'absence de la fille, ça fait un moment déjà. Elle se dit que même avec les embouteillages, la personne mystérieuse aurait dû arriver à la fête depuis le temps. Sur ce, la femme commence à se demander si le cadeau n'a pas été envoyé par son ancien gendre. En fait, c'est à ce moment-là que le téléphone de la mère de Ja sonne et elle répond quand elle voit que c'est sa fille. Au téléphone, la jeune femme dit à sa mère de foncer chez la grand-mère pour vérifier s'il ne manque pas des antiquités. La mère est sous le choc d'entendre sa fille accuser son ex-mari d'avoir volé les précieux héritages de la famille. En entendant la conversation, le président Kun allume une clope et se dit avec soulagement que le mec n'est qu'un simple voleur. Ayant réglé son affaire, la femme se lève et salue la matriarche car elle doit y aller.
Le père de Chi en profite alors pour lui rappeler l'affaire du financement et elle le rassure. Voyant que le mystérieux donateur ne compte pas se pointer, les autres invités commencent aussi à se barrer. La grand-mère demande alors à la mère pourquoi sa petite-fille n'a découvert le vol qu'après le divorce. La mère explique que sa petite-fille le soupçonne de vol parce que son ex a dépensé 600 000 dans un costume. Folle de rage face à l'audace du jeune homme, la matriarche de la famille Wong hurle le nom de son ex-gendre. Elle ordonne ensuite à certains membres de la famille d'aller fouiller sa maison pendant que les autres attendent le donateur. Peu de temps après, une bagnole de luxe arrive à l'immense manoir isolé des Sachian. À l'intérieur, le cousin propose de se séparer pour trouver les objets volés plus rapidement. 20 minutes passent et en fouillant l'une des pièces, le jeune homme se rend compte qu'il ne manque rien. L'oncle confirme lui aussi qu'il n'a trouvé aucun objet de valeur manquant, ce qui prouve l'innocence de l'ex-gendre. Ça signifiait que notre protagoniste n'avait absolument rien piqué à la famille Wong, mais Shaji baratine son oncle et dit qu'il doit revérifier pour être certain qu'il ne manque rien. Avec un sourire mauvais aux lèvres, le cousin s'apprête à mettre son plan diabolique à exécution. Il prend une montre à 5 millions et décide qu'à partir de cet instant, Yi-Chen sera le voleur. Le cousin se met alors à hurler comme un dingue en direction de son oncle disant qu'une montre hors de prix a disparu de la chambre. Sous le choc, ils comprennent enfin comment le jeune homme a eu le fric pour se payer la suite présidentielle. L'oncle appelle alors sa mère et lui annonce que la montre hors de prix de son défunt père a été volée. La matriarche pète un câble au téléphone et leur ordonne de ramener ce mec pour qu'elle puisse le punir elle-même. L'oncle dit alors à Shaji que la grand-mère veut qu'il chope l'ex-gendre et qu'il le lui ramène. Terrifié à l'idée de se faire refaire le portrait, le cousin se plaint que sa blessure de la dernière bagarre lui fait encore un mal de chien. Il baratine alors qu'il doit aller à l'hosto et se tire, laissant son oncle en plan. N'ayant pas le choix, l'oncle appelle sa nièce pour savoir si elle est toujours à l'hôtel Cheesy Lake. La scène nous ramène alors à l'entrée de l'hôtel de luxe où tout a commencé. La jeune femme reçoit alors un appel et apprend que la montre à 5 millions de sa grand-mère a disparu. Là-dessus, son amant la questionne et, folle de rage, elle se dit que son ex-mari a dépouillé sa famille. Elle fonce alors à la réception de l'hôtel et demande le numéro de la chambre de son ex-mari. Le regard déterminé, la femme dit qu'elle va ramener ce mec par la peau du cul pour avoir volé la montre. Son amant remarque sa réaction et se demande pourquoi elle a l'air si impatiente de revoir son ex. Le mec riche la retient et lui dit de ne pas faire de scène et de juste appeler les flics pour régler ça. Vénère par son attitude, la meuf le traite de mauviette et dit qu'elle va gérer ça toute seule. Elle se dirige alors vers la porte de la suite présidentielle et se met à gueuler pour que le voleur ouvre. À l'intérieur, notre héros est en train de prendre sa douche et se demande pourquoi cette nana le poursuit comme un fantôme. N'ayant pas vraiment le choix, il ouvre la porte, avec juste une serviette autour de la taille, et se retrouve nez à nez avec elle. En voyant le physique de son ex-mari, la jeune femme devient toute rouge et reste bouche bée devant ce spectacle. Elle se dit, surprise, que Yen a des tablettes de chocolat et lui, il lui demande froidement ce qu'elle lui veut. La femme pense qu'elle aurait dû le faire se promener torse nu à la maison et l'accuse d'avoir piqué la montre. Il fait l'ignorant et l'ex-femme lui crie dessus que la grand-mère a perdu une montre et que ça ne peut être que lui le coupable. Elle désigne la suite et dit que c'est le seul moyen pour lui de se payer un truc aussi luxueux. Le jeune homme se dit que sa famille est vraiment hallucinante, affirme qu'il n'a jamais pris un centime et lui demande de se casser. La jeune femme est sous le choc. Il l'appelait rarement Mademoiselle Wong et elle sent la distance qui s'est installée entre eux. C'est là qu'elle se souvient de l'époque où il la traitait avec tendresse, l'appelant sa femme, sa déesse. De retour dans le présent, elle lui demande, furieuse, s'il a une autre meuf dans sa chambre et si c'est pour ça qu'il veut qu'elle dégage. Le protagoniste la traite de tarée, lui rappelle qu'ils sont divorcés et la menace d'appeler la sécurité de l'hôtel. Folle de rage, la jeune femme sort son téléphone et dit qu'elle allait lui laisser une chance, mais que maintenant elle appelle les flics. Elle le menace ensuite en ajoutant que voler 5 millions pourrait lui coûter au moins 15 ans de prison. La femme lui crie alors que s'il se met à genoux et s'excuse tout de suite, elle y réfléchira peut-être. Notre héros se dit que l'amour rend vraiment les gens pathétiques et il referme la porte. La porte claquée au nez, l'ex-femme hurle de rage et lui ordonne d'ouvrir immédiatement. Elle hurle ensuite qu'elle a déjà appelé les flics et qu'il peut se préparer à moisir en tôle. Pendant ce temps, au manoir, la grand-mère est sous le choc d'apprendre que sa petite-fille a appelé les autorités. Sa mère dit que les affaires de la famille Wong devraient se régler en famille, et non par des étrangers. La matriarche déclare alors qu'il est peut-être destiné à pourrir en prison pour avoir sali leur nom. 10 minutes plus tard, 2 policiers arrivent et demandent à Mademoiselle Wong, la personne qui a appelé. La maman, il dit que l'ex-gendre a volé une montre pour se payer le costume et des femmes. L'officier demande alors à la réceptionniste d'appeler la chambre et de demander au suspect de descendre.
Voyant qu'il ne répond pas, la femme dit qu'il doit avoir peur et se sentir coupable. Sur ce, les officiers décident de monter dans la chambre avec elle pour voir ce qui se passe. En arrivant à la suite, l'un des officiers frappe à la porte et le jeune homme, maintenant en peignoir, ouvre. Le chef de la police se présente et l'interroge sur le vol, mais notre héros nie avoir pris quoi que ce soit. L'officier le tacle alors sur son passé de miséreux et sur le fait qu'il n'a rien touché lors du divorce. Du coup, l'officier lui demande d'où vient tout ce fric pour se payer ce costume de luxe. D'un air calme, le protagoniste demande un instant et se retourne pour prendre quelque chose dans la chambre. Il prend alors un document sur la table et s'apprête à balancer la vérité à tout le monde. Calmement, il montre l'accord de transfert d'actions et se révèle être le nouveau PDG du groupe Washing. Il tente ensuite sa luxueuse carte de visite incrustée de diamants aux policiers sous le choc. Le plus jeune officier chuchote alors à son chef si une carte aussi chic ne pourrait pas être une fausse. Sur ce, le chef demande s'ils peuvent trouver ces informations dans une base de données officielle. Le jeune homme explique qu'il a demandé à un collègue de cacher ces données, mais qu'il peut les rendre visibles un petit moment. Il appelle alors un pote et lui demande de rendre son profil visible pour seulement 10 minutes dans le système. Une minute plus tard, notre héros informe les officiers qu'ils peuvent maintenant faire la recherche comme ils l'ont demandé. Le plus jeune officier sort son téléphone et cherche le groupe Ashian pour vérifier l'histoire. Sur l'écran de l'appareil, la photo de Yu-chan apparaît avec le titre de PDG de la grande entreprise technologique. Choqués, les policiers se demandent si ce n'est pas l'œuvre d'un hacker professionnel. Voyant leurs soupçons, le protagoniste dit qu'il ne voulait pas se vanter, mais qu'il n'a pas le choix. Sur ce, il leur montre les informations de son compte en banque pour prouver qu'il dit la vérité. Les officiers restent bouche bée en voyant un solde de plus de 10 milliards de yuans sur son compte. Notre héros explique que l'argent sur une seule de ses cartes vaut déjà plus que toute la famille Wong. Il leur demande alors si avec tout ce pognon, il aurait vraiment besoin de voler une simple montre. Le chef de la police demande alors pourquoi un jeune maître si riche se marierait dans la famille Wong. Le jeune homme explique que c'était un mariage arrangé et leur demande de garder son identité secrète. Les officiers trouvent de tout ça très bizarre mais promettent de protéger la vie privée du jeune maître Ye. Une fois que tout est réglé, ils s'excusent pour le dérangement et prennent congé de notre protagoniste. 2 minutes plus tard dans le hall, l'officier informe l'ex-femme que Ye Shen n'a pas pris la montre. L'ex-femme refuse de le croire et hurle que s'il ne l'a pas volée, d'où vient l'argent pour l'hôtel. Elle le traite de livreur fauché. Et les officiers se demandent si une personne fauchée peut avoir 10 milliards en banque. Le chef prévient alors que sans preuves concrètes comme des vidéos ou des photos, ils ne peuvent pas embarquer le jeune homme. L'officier la réprimande pour avoir insulté son ex-mari, mais elle se défend en disant qu'elle n'aurait pas divorcé de lui s'il avait été un mec capable. Le plus jeune officier est choqué et la femme demande si son ex-mari regrette maintenant la séparation. L'officier pense que c'est elle qui devrait regretter après avoir largué un mari PDG, milliardaire. Changeant de sujet, la jeune femme demande alors s'il y avait une autre femme dans la chambre de son ex-mari. Le chef de la police confirme que M. Yi est complètement seul dans ses appartements. Avec un sourire convaincu, la femme se dit que ça veut dire qu'il l'aime toujours et qu'il souffre à cause d'elle. L'amant regarde la police partir et se demande pourquoi ils sont devenus si polis avec le jeune homme. À ce moment-là, son téléphone sonne et c'est son cousin qui appelle pour savoir si la police avait déjà embarqué l'ex-gendre. La jeune femme lui explique alors que les autorités ont dit qu'il n'y avait pas de preuves et que c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas embarqué. À l'autre bout du fil, le cousin demande quel genre de preuves il leur faut pour enfin le faire tomber. Avec un sourire malicieux, le cousin révèle qu'il a la montre, c'est pourquoi il n'y a pas de preuve de vol. Il décide donc de fabriquer une fausse preuve de vente pour s'assurer que son ennemi aille en prison. La femme raccroche et devient pensive en pensant à la situation et au plan de son cousin Xiaoyi. Elle s'inquiète à l'idée qu'il puisse aller en prison et se souvient de l'époque où il prenait soin d'elle. Son amant remarque qu'elle était distante et l'observe en silence, sans comprendre ses pensées. L'homme riche la prend alors dans ses bras et suggère qu'ils passent aussi la nuit dans cet hôtel de luxe. Furieuse de cette proposition, la femme le repousse et l'insulte parce qu'il n'est même pas capable de gérer Yi Chen. Elle pense avec rage que Yen a gâché sa soirée et se promet de ne pas le lâcher. À ce moment précis, un employé de l'hôtel complimente la beauté de la femme à l'homme riche, qui est tout gêné. Agacé par le commentaire, l'homme attrape l'employé et lui dit de le prévenir quand Yi Chen partira. Le lendemain matin, vers 6 heures, notre protagoniste se prépare pour une nouvelle journée de travail. À la réception, le personnel de l'hôtel est surpris de voir le jeune homme quitter sa chambre. Dans un costume élégant, son aura de PDG domine l'atmosphère et une employée tombe sous son charme. Juste après, l'employé sort son téléphone et informe Monsieur Cho que Yi Chen vient de partir. L'un des sbires de l'homme riche suit alors le taxi de notre héros et rapporte qu'il se dirige vers le centre-ville.
Des minutes plus tard, le jeune homme arrive devant l'immense bâtiment du groupe Washing pour travailler. Il pense à ce que la présidente Kun a dit et se demande comment elle va réagir quand elle le verra aujourd'hui. Au même moment, dans sa chambre, l'amant de son ex-femme se demande ce que Yi-Chen fiche à cet endroit. Il se souvient de la menace de la présidente et pense que le jeune homme est allé se venger d'elle pour l'humiliation. Avec un sourire malicieux, il y voit une occasion de se rapprocher de la femme et de lui faire plaisir. Juste à ce moment-là, le téléphone de la puissante présidente se met à sonner et elle répond à l'appel sans grand enthousiasme. À l'autre bout du fil, l'homme se présente et la femme le reconnaît du banquet d'anniversaire. Il la prévient alors que l'ancien gendre de la famille Wong est allé à son entreprise pour se venger. La femme lui dit de ne pas s'inquiéter car le bâtiment est sécurisé et il ne pourra pas entrer. Mais l'homme riche révèle que le jeune homme a une carte d'accès et qu'il a déjà passé la sécurité sans aucun problème. Choquée par la nouvelle, la présidente ne comprend pas comment il a pu obtenir une carte de son entreprise. L'homme invente alors qu'il a utilisé l'argent de la montre volée pour acheter un accès à quelqu'un. L'homme riche flatte la présidente au téléphone, lui disant qu'elle est belle et qu'il s'inquiète pour elle. La femme le remercie pour le rappel et dit qu'elle va envoyer quelqu'un vérifier le bureau immédiatement. Son amant propose de l'aider aussi, mais la présidente lui raccroche au nez sans une seconde d'hésitation. Elle appelle ensuite sa secrétaire et dit à la jeune femme d'aller au bureau pour voir s'il y a quelqu'un de suspect. Environ une demi-heure plus tard, la scène nous emmène devant le grand bâtiment du groupe Axian. À la réception, les agents de sécurité saluent la secrétaire Zhao qui arrivait au travail. La femme nommée Zhao Rang était en fait la secrétaire personnelle de la puissante présidente Kun. Les gardes commandent qu'elle est super belle, mais qu'elle n'arrive pas à la cheville du charme de la patronne. En entrant dans la pièce, la secrétaire sursaut en voyant un homme et lui demande comment il est entré. Notre héros la dévisage et, d'une voix froide et calme, lui demande qui elle est et ce qu'elle fait là. La jeune femme se présente alors formellement comme étant Zhao Rang, la secrétaire personnelle de la présidente. Le jeune homme commence à se demander pourquoi une femme comme Kun engagerait une secrétaire aussi canon. Il se dit alors que peut-être la présidente aime les femmes, mais il est interrompu par la secrétaire, toute perplexe. Sans perdre de temps, notre héros se révèle être Yi-Chen, le nouveau président du groupe Axian. La secrétaire est complètement sous le choc et reste bouche bée en découvrant la vérité sur le jeune homme. Elle s'excuse platement et explique que sa patronne l'avait prévenu qu'il y avait une personne suspecte dans les locaux. Le protagoniste comprend que la famille Wong l'a suivi et dit à l'employé de retourner à son travail. Il dit ensuite qu'il a entendu dire que la vice-présidente était belle et qu'il veut la voir dès son arrivée. Dans les toilettes, la secrétaire appelle la présidente pour l'informer de la situation dans l'entreprise. La femme est choquée d'apprendre que le président Ye est au bureau et veut la voir maintenant. Sans hésiter, la présidente dit qu'elle est en route pour le bureau afin de rencontrer le nouveau patron. Sur ce, la femme fonce à toute vitesse dans les rues de la ville avec sa voiture de sport rouge. 10 minutes plus tard, la femme arrive dans le hall de l'immeuble et est accueillie par une voix familière. C'était sa secrétaire qui la salue dès qu'elle la voit franchir la porte du grand bâtiment. La patronne demande où est le président et l'employé répond qu'il l'attend dans son bureau. En chemin, elle remarque que de nombreux employés sont arrivés plus tôt et se demande pourquoi. La secrétaire explique que le nouveau PDG est un vrai canon, c'est pour ça qu'elles se sont toutes dépêchées pour le voir. D'un air à la fois curieux et moqueur, la femme de pouvoir demande alors à quel point il est beau gosse. La jeune femme soupire et dit qu'il est plus beau que les célébrités et qu'il doit avoir environ 23 ans. Kun Hong-Yan est surprise par son âge et pense qu'elle est devenue vice-présidente à 32 ans, ce qui est déjà rare. Elle gronde alors les jeunes femmes et leur dit de se comporter de manière professionnelle pour ne pas lui faire honte. Les secrétaires se disent qu'un PDG comme lui ne pourrait être qu'un partenaire parfait pour la présidente Kun. La jeune femme en rajoute, disant qu'il l'a complimentée et qu'il est peut-être venu en avance juste pour la rencontrer. Avec un sourire, la femme se vante qu'il n'y a jamais eu un homme qu'elle n'ait pu contrôler. Les autres employés sont d'accord et disent qu'il n'y a rien que la présidente ne puisse gérer. Dans un flashback, on voit un homme riche et puissant lui nettoyer les chaussures comme un petit toutou. Sûre d'elle, la patronne réapplique son rouge à lèvres pendant que les autres l'admirent et veulent apprendre d'elle. Elle dit alors qu'elle laissera la porte ouverte pour que tout le monde puisse voir comment elle va dompter le genou. Excitée, les femmes lui demandent de le faire s'agenouiller et de lui mettre ses chaussures, comme d'habitude. Elle pense qu'humilier le président montrera à tout le monde qui dirige vraiment l'entreprise. Sur ce, la femme pense que sa position dans l'entreprise deviendra encore plus solide, et elle entre. Elle se présente formellement et pense que même de dos, il est aussi canon qu'une star coréenne. La femme ressent une étrange impression de déjà-vu en le voyant et demande pourquoi le nouveau patron tenait tant à la rencontrer.
Le protagoniste pose alors le papier sur la table et se retourne lentement pour enfin lui faire face. Les employés à la porte jacassent et parient que le jeune homme va s'agenouiller et l'appeler reine. Mais à sa grande surprise, l'homme se révèle être Yechen, et la femme est abasourdie de le voir là. Complètement sous le choc et les jambes tremblantes, la vice-présidente tombe à genoux sur le sol du bureau. Les jeunes femmes à la porte ne comprennent pas pourquoi la puissante présidente est à genoux devant le nouveau patron. La porte du bureau était ouverte et tous ceux qui passaient pouvaient voir cette scène incroyable. La secrétaire, choquée, se dit que ce n'est pas le président qui s'est agenouillé, mais sa propre patronne. D'un regard froid et supérieur, notre héros se contente de fixer la femme agenouillée devant lui sur le sol. À ce moment-là, les employés crient et s'enfuient en réalisant qu'elles ont été surprises en train d'espionner toute la scène. Pendant ce temps, la femme restait là, par terre, ne sachant ni quoi faire ni comment réagir. Il lui demande alors pourquoi elle est à genoux, et la jeune femme met tout sur le dos de la famille Wang pour avoir offensé son patron. La tête basse, la femme s'excuse et demande pardon pour tout ce qu'elle a dit la veille à la fête. Le jeune homme s'approche alors et, d'un geste doux, lui relève le visage pour pouvoir la regarder. Il lui rappelle que la veille, elle a raconté à tout le monde qu'ils étaient amants et lui demande si elle s'en souvient. Notre héros la tire sur ses genoux et l'interroge sur l'île qu'elle a dit qu'il avait louée pour l'inviter à sortir. Complètement gênée et ne sachant que dire, la femme s'excuse à nouveau. Voyant son état, le protagoniste sourit et, d'une voix calme, lui dit de se relever. Le protagoniste dit ensuite à la femme de fermer les stores, car la scène ferait mauvais genre auprès des employés. Il lui rappelle que la veille, elle voulait le bloquer de partout, mais que maintenant, c'est lui le président et son patron. Avec un regard de défi et un sourire en coin, le nouveau PDG lui demande comment elle compte le bloquer maintenant. La vice-présidente admet son erreur et dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il serait le gendre à domicile de la famille Tao Wang. Elle propose même d'être virée sur le champ et promet de disparaître pour ne plus jamais le déranger. Notre héros se dit qu'elle n'est pas une femme ordinaire car elle ne panique pas et assume ses responsabilités. Sur ce, le jeune homme la surprend en lui disant qu'en fait, il ne compte pas la virer. Il explique que malgré l'humiliation, elle a été la seule personne à lui offrir une porte de sortie à la fête. Émue et les larmes aux yeux, la femme le remercie et promet de se consacrer entièrement à son service. Le jeune homme dit qu'il peut lui pardonner, mais qu'il n'épargnera aucun des autres qui essaient de le ruiner. Il l'appelle alors par son prénom et lui demande de rassembler les informations sur tous ses ennemis. Sans hésiter, l'employé accepte et se dit que le monde des affaires de Yuning va être sacrément secoué. Une demi-heure plus tard, la femme revient au bureau et donne à son patron toutes les informations qu'il avait demandées. Notre héros lit le dossier et se souvient que son ex-femme se vantait de la famille de son amant qui pesait 10 milliards de dollars. La vice-présidente explique qu'ils avaient autrefois 10 milliards, mais que leurs actifs ne valent plus que 3. Elle parle aussi du projet de la famille Wong et dit qu'elle va tout annuler pour qu'ils ne puissent ne plus rêver. Mais le protagoniste dit que les affaires dans les AC sont les affaires et lui demande de lui apporter la proposition de projet. La femme dit qu'elle va chercher le dossier tout de suite, mais le jeune homme la surprend en disant qu'il va l'accompagner. Au même moment, à l'extérieur du bâtiment, l'homme riche se demande si le président a déjà capturé Yachen. À ce moment-là, une employée s'approche et le reconnaît comme étant le jeune maître Fan, mais lui ne sait pas qui elle est. L'employé lui rappelle une nuit qu'ils ont passée ensemble dans un bar pour voir s'il la reconnaît. Le riche héritier se dit qu'il devait être sacrément bourré pour ramener une femme comme elle. Mais il a soudain une idée. Voyant que la jeune femme pourrait lui être utile, il la prend dans ses bras et elle lui demande de la monter à l'étage parce que Kun est en danger. Une minute plus tard, l'amant et l'employé sortent de l'ascenseur et arrivent à l'étage de la direction. C'est alors que l'homme surprend 2 employés qui racontent que le président s'est agenouillé devant le nouveau patron. Il s'approche alors de la secrétaire du président et lui demande où se trouve son chef en ce moment. Ignorant complètement la question de la jeune femme, l'homme passe devant elle et se dirige vers le bureau du patron. Sans réfléchir une seconde, l'amant de l'ex-femme ouvre la porte du bureau avec une force incroyable. Il y trouve notre héros et la vice-présidente et le traite de gendre voleur et sans vergogne. La présidente demande alors qui a laissé entrer ce type. Et ce dernier accuse le jeune homme d'être venu pour se venger. Avec un sourire, il dit à la femme de ne pas avoir peur, car il va personnellement jeter cette ordure dehors. Mais, à la grande surprise de l'homme, la présidente Chen lui met une claque monumentale en plein visage. Furieuse, elle lui hurle dessus et lui demande pour qui il se prend pour l'appeler de manière si intime. L'homme riche ne comprend pas sa réaction et se demande pourquoi personne ne semble surpris par la présence du jeune homme. Il pense alors que le jeune homme n'est pas là pour se venger, mais pour être son garde du corps. L'amant se souvient des ragots et en déduit que c'est Yechen qui s'est mise à genoux pour supplier d'avoir ce poste.
D'un air moqueur, il dit que le jeune homme s'est levé tôt pour se préparer et ramper pour devenir son petit toutou. L'homme riche dit qu'elle ne peut pas l'accepter et lui rappelle sa promesse de mettre fin à ses options. La secrétaire entend la conversation et est choquée d'apprendre que sa patronne a en fait menacé le président. Agacée, la femme gifle à nouveau l'homme au visage et crie, niant avoir jamais dit ça. Sur ce, la patronne dit à sa secrétaire de virer cet homme et de renvoyer l'employé qui l'a amené. Le riche est alors jeté dehors par la sécurité et se plaint d'avoir été humilié devant l'ex-gendre. Il menace alors notre héros et promet de le faire envoyer en prison et de le laisser vivre dans la rue pour toujours. Furieux, l'amant de l'ex-femme se dirige vers sa voiture pour quitter cet endroit le plus vite possible. À l'intérieur du véhicule, l'homme maudit la présidente et dit qu'elle n'a réussi que grâce à sa belle gueule. Il promet alors qu'un jour il se vengera et la fera s'agenouiller et supplier son pardon. Avec un sourire aux lèvres, l'homme décide qu'il doit parler à la famille Wong du nouveau travail du jeune homme. 1 heure plus tard, au manoir Shishin, une voix demande, choquée, ce que le jeune maître venait de dire. Le riche héritier annonce alors au matriarche que l'ex-gendre est devenu le garde du corps personnel de la présidente Chun. L'ex-femme et sa famille sont choqués par la nouvelle et n'arrivent pas à croire que ce soit possible. L'amant invente aussi qu'il a entendu des employés dire que Yen s'était agenouillé et avait supplié pour obtenir ce poste. Il en déduit que la femme avait des vues sur le jeune homme depuis la fête et que c'est pour ça qu'elle a eu pitié de lui. Furieuse de cette histoire, l'ex-femme crie que son ex-mari s'est agenouillé pour une autre femme et pas pour elle. Elle se souvient qu'en 3 ans de mariage, il ne s'est jamais agenouillé une seule fois pour elle. Une cousine se moque alors et dit que la jeune femme n'a pas assez de charme pour faire s'agenouiller un homme. La parente continue et se vante que si elle était mariée à lui, elle lui ferait laver les pieds tous les jours. L'ex-femme dit qu'elle a été trop bonne pour lui et que si elle avait une autre chance, elle le ferait s'agenouiller tout le temps. En colère, elle se plaint à sa grand-mère et dit que la présidente n'a pas tenu parole et qu'elles doivent de se venger. Mais soudain, une gifle retentit sur le visage de la jeune femme, la laissant abasourdie par le geste de sa grand-mère. La matriarche crie alors sur sa petite-fille et lui rappelle le contrat de 70 millions qui est entre les mains de cette femme. Le père de Zhao dit qu'elle est jalouse de la présidente Kun parce que l'autre femme est plus capable qu'elle. Sur ce, la jeune femme crie que puisque la famille ne veut pas l'aider, elle ira elle-même au groupe de lavage pour régler ça. Voyant l'agitation, la matriarche dit alors à son fils d'appeler Kinong-in et de régler l'affaire. Au téléphone, la vieille dame dit que si elle avait su que la femme avait des vues sur Yen, elle le lui aurait livré plus tôt. Elle l'accuse alors de ne pas avoir tenu sa promesse et exige une explication pour ses actes. À l'autre bout du fil, la présidente s'excuse et pense que si la vieille femme connaissait la vérité, elle ferait une crise cardiaque. La matriarche offre alors le jeune homme en cadeau puisqu'il n'est pour eux qu'un gendre inutile. Se fichant de l'ex-gendre, la vieille dame pose des questions sur l'accord de financement de 70 millions. La femme répond que le président a trouvé le projet intéressant mais qu'il veut en savoir plus avant de continuer. Heureuse, la grand-mère dit que son fils le rencontrera personnellement et la présidente accepte de fixer une heure. La vieille dame avertit alors son fils de faire bonne impression au président et de ne pas tout gâcher. Il demande s'ils vont oublier le vol maintenant que le jeune homme est l'homme de la présidente Chun. La matriarche lui dit de continuer à chercher car la preuve sera utile pour le punir ou pour négocier avec la femme. C'est alors que le cousin Shaji arrive et dit à sa grand-mère qu'il a découvert que le jeune homme a vendu la montre à un gangster. Avec un sourire, la vieille dame dit qu'Eshen n'est que le toutou de la présidente et qu'elle ne fera rien. Elle se tourne alors vers le reste de la famille et se plaint que les vieux sont inutiles et que les jeunes sont incompétents. Furieuse, la grand-mère hurle sur sa petite-fille parce qu'elle n'est pas capable de garder un mari et qu'elle gâche son joli visage. Humiliée et les larmes aux yeux, la jeune femme sort en courant pendant que sa mère lui demande où elle va. Dans sa bagnole de luxe, elle se jure de donner une bonne leçon à son ex-mari pour l'avoir humiliée. Peu de temps après, la femme arrive dans le parking souterrain de l'immeuble du groupe Hashing. Depuis sa voiture, l'ex-femme est surprise de voir une femme aux cheveux violets s'approcher. À sa grande surprise, elle voit Wei-Chen et Kun Hongin marcher ensemble dans le parking. Enragée, la femme se dit que ce salaud s'habille super bien depuis le divorce et en plus, il se marre avec une autre meuf. Sans hésiter une seconde, la jeune femme sort de la voiture et lui crie qu'il n'a aucune honte à être devenu le toutou de la présidente. La patronne de l'entreprise la reconnaît alors et se demande ce que l'arrogante princesse de la famille Wong fabrique ici. L'ex-femme l'accuse de s'être agenouillée pour cette autre femme et lui demande pourquoi il n'a pas fait pareil pour elle. Elle ajoute qu'elle lui a donné plein de chances et que s'il l'avait suppliée, il serait encore le gendre de la famille. Agacé, le jeune homme lui demande si elle a encore le culot de demander pourquoi il ne s'est pas agenouillé.
Il lui rappelle alors qu'elle l'a trompé avec Feng Shou dans un hôtel et qu'elle voulait quand même qu'il lui demande pardon. La femme répond qu'elle lui a donné une autre chance à la fête d'anniversaire et qu'il aurait pu rester s'il s'était agenouillé. Elle continue et hurle que s'agenouiller, c'est la même chose et demande pourquoi il l'a fait pour une autre et pas pour elle. Le protagoniste répond que s'agenouiller pour sa femme n'est pas honteux, mais le faire pour une femme infidèle, ça l'est. La jeune femme lui reproche de péter les plombs et dit qu'elle aurait dû lui faire laver ses pieds depuis le début. Mais soudain, une main sortie de nulle part vient donner une baffe. C'est la présidente qui lui a d'abord crié dessus pour l'avoir trompée. Et elle n'a même pas l'air d'avoir honte. Choquée par l'agression, l'ex-femme demande comment l'autre ose la frapper. Mais celle-ci se contente de la fusiller du regard. Les larmes aux yeux, la jeune femme accuse la présidente de lui avoir piqué son mec et en plus, de l'avoir frappé. Voyant tout ce raffut, notre héros s'approche de la patronne et lui demande de laisser tomber. D'un regard glacial, le jeune homme se tourne vers son ex-femme et lui annonce qu'il n'est plus son mec. La jeune femme hurle alors que même un chien élevé pendant 3 ans ne serait pas abandonné comme ça et lui ordonne de se barrer. L'ex-femme lui propose 500 000 pensant que la présidente le paie 200 000 par an. La présidente se marre en entendant l'offre et dit que même en ajoutant un zéro, ça ne suffirait pas. La jeune femme est sous le choc pensant que le salaire est de 5 millions, mais le couple l'ignore et se casse. Elle l'attrape alors et le menace, disant que son cousin a trouvé la preuve de la vente de la montre volée. Sur ce, la femme l'invite à devenir son garde du corps personnel et lui promet de lui éviter la prison. Notre protagoniste la remercie pour l'offre mais refuse sa proposition de devenir son garde du corps. Il dit alors qu'il ne peut pas la protéger en la regardant s'amuser avec d'autres mecs dans des hôtels. Dans la voiture, le jeune homme déclare que si son cousin a vraiment des preuves, il n'a qu'à porter plainte. Alors qu'il démarre en trombe, la jeune femme court après la voiture en hurlant de ne pas la laisser. Furieuse, elle se dit que c'est un salaud d'être l'amant de l'autre femme et se demande ce qui cloche chez elle. La scène nous emmène dans la 7e rue de Yuning, un bidonville célèbre où cohabitent les pauvres et les puissants. Là-bas, dans la pègre, tout le monde connaît un homme nommé Frère Melon, celui qui fait la loi dans le chaos de la ville. C'est à ce moment-là que le cousin de l'ex-femme débarque et demande à voir le fameux et redouté Frère Melon. L'homme tatoué avec une queue de cheval salue alors le jeune maître Wong pour sa visite inattendue. Le cousin dit qu'il est là pour faire affaire avec un gangster tout en tenant une boîte noire. Il ouvre le paquet et dévoile une montre à 5 millions qu'il veut vendre pour 4 500 000. Le jeune homme demande alors au type de dire qu'un certain Etchen lui a vendu la montre. Avec un sourire, le gangster réalise que c'est le mec qui avait frappé le jeune maître auparavant. Le cousin confirme et dit qu'il ne peut pas digérer cette humiliation et qu'il veut envoyer le jeune homme en prison. L'homme refuse l'offre car son patron lui a dit de ne pas se mêler des affaires de famille. Le cousin hurle que Yen est déjà divorcé et demande qui est ce patron-le pour qu'il lui obéisse. Sur ce, un des malfrats s'énerve et révèle que cet homme est en fait le patron de Frère Melon. Le gangster explique que ce patron est son guide spirituel et que ses paroles sont comme des décrets pour lui. Désespéré, le cousin offre la montre pour 4 millions pour conclure l'affaire à tout prix. Mais l'homme répète que le patron le traite comme son fils et c'est pour ça qu'il doit toujours l'écouter. Le cousin baisse alors l'offre à 3 millions et dit qu'il peut facilement se faire un bénéfice de 2 millions. À ce moment précis, le gangster se souvient que son patron a aussi dit de ne jamais tourner le dos à l'argent et il accepte le boulot. Pendant ce temps, de retour dans la voiture, notre protagoniste conduit aux côtés de la présidente de l'entreprise. Il informe alors la femme que sans sa permission, elle ne peut plus toucher à Wang Jio. Le jeune homme explique que la haine est l'autre facette de l'amour et que pour lui, la détester, c'est la même chose que l'aimer. La patronne est impressionnée par la perspective du jeune maître et par sa maturité d'esprit. Il est beau, riche, avec un esprit libre, et il se montre aussi généreux et attentionné envers les femmes. Sur ce, la femme se dit que puisque l'ex-femme ne l'apprécie pas à sa juste valeur, elle va se l'approprier. Ils arrivent ensuite au temple Jinj, où la famille Wong prévoit de construire une résidence de luxe. La présidente décrit l'endroit avec ses jardins, une forêt d'érables et une source d'eau chaude naturelle. Elle lui demande alors s'il va vraiment donner l'argent à la famille après tout ce qu'ils ont fait. Notre héros la surprend en lui révélant que ce projet était en fait son idée à l'origine. Il explique qu'à la mort du grand-père de l'ex-femme, les parents médiocres se sont battus pour l'héritage. Le jeune homme a donc créé ce projet pour contrôler les familles de haut rang et y asseoir son pouvoir. Il a partagé l'idée avec son ex-femme qui en a parlé à sa grand-mère et celle-ci a confié le projet à l'oncle. La présidente explique que la famille Wong préfère les fils, c'est pourquoi l'ex-femme ne peut pas hériter de l'entreprise. Notre héros est d'accord et dit qu'elle a toujours subi des pressions et que le mariage arrangé n'a fait qu'empirer les choses. Sur ce, le jeune homme dit que malgré tout ça, rien ne justifie la trahison qu'elle a commise envers lui.
À ce moment-là, une feuille d'automne tombe dans les cheveux de la femme et il la retire délicatement. La feuille à la main, le jeune maître invite sa vice-présidente à prendre un verre avec lui. Ailleurs en ville, dans un bar, quelqu'un criait qu'il voulait vraiment boire un coup. C'était l'ex-femme qui était dans un bar avec une amie et l'appelait pour qu'elle boive avec elle. Son ami, son Onji, lui demande pourquoi elle picole en pleine journée et qui a bien pu la mettre en colère comme ça. La jeune femme se plaint alors que cette salope de Kun Hoon-gin l'a giflée juste parce qu'elle a insulté son ex-mari. Pleurant de rage, la femme se demande c'est quoi le vrai délire entre ces deux-là au final. Sa pote lui dit que son ex-mari est devenu le petit toutou de la présidente et que c'est pour ça qu'elle l'a défendu. L'ex-femme se défend en disant qu'elle l'a trompé qu'une seule fois et que toutes les meufs canons font ça de nos jours. En entendant sa pote, la jeune femme recrache sa boisson et lui balance qu'en réalité, elle l'a trompé 2 fois. La femme s'énerve et dit qu'au moins, son mari ne l'a jamais grillé la main dans le sac et qu'il aurait juste dû la fermer et supporter ça. Elle se plaint ensuite qu'il a refusé de s'agenouiller pour elle, mais qu'il l'a fait pour la présidente, et qu'elle aussi elle peut payer. Son ami lui dit qu'elle le connaît bien et qu'il l'a trop aimé pendant 3 ans pour tomber si facilement pour quelqu'un d'autre. Complètement paumée par cette théorie, l'ex-femme ne pige pas du tout où sa pote veut en venir avec cette histoire. La jeune femme lui explique qu'il veut devenir digne d'elle pour pouvoir la redemander en mariage plus tard. En entendant ça, la femme est sous le choc et, les yeux brillants, elle a enfin le déclic. Avec un sourire convaincu, l'ex-femme a l'air de complètement valider la nouvelle théorie de son ami. Avec un sourire convaincu, la femme marmonne que son crétin d'ex-mari l'aime toujours à la folie. Son ami lui suggère alors d'épouser le type riche, mais l'autre se plaint qu'il ne prend pas soin d'elle comme Etienne. L'air complètement bourré, elle dit que son ex-mari l'a rendue malheureuse et que c'est pour ça qu'il mérite de galérer un peu. Son ami lui demande alors pourquoi le jeune homme, son mari, s'est mis à faire des livraisons il y a 6 mois. D'une voix pâteuse, la jeune femme explique qu'il y a 6 mois, la famille était en voyage et qu'il a eu besoin d'argent parce qu'elle est tombée malade. Soudain, son téléphone sonne et son ami lui dit que c'est son cousin Xiaoji qui l'appelle. Au téléphone, le cousin lui dit de se ramener chez leur grand-mère parce qu'il a trouvé une preuve de la vente de la montre. Pendant ce temps, le téléphone de Yu-chan sonne aussi et il voit que c'est un appel de Wang Xia. Le cousin ordonne alors à notre héros de rappliquer chez la grand-mère parce qu'il a trouvé la preuve du crime. Notre protagoniste refuse car il est occupé, mais le cousin le provoque en lui disant que le témoin est déjà arrivé. Le jeune maître se dit qu'il n'a jamais vendu de montre et décide d'y aller pour régler cette affaire une bonne fois pour toutes. Il raccroche alors et appelle sa secrétaire Jo pour lui demander si elle sait conduire une voiture. Après sa confirmation, il dit à la secrétaire de venir le chercher pour l'emmener au fameux manoir Shishan. En chemin, la secrétaire pilote la voiture de luxe à toute berzingue dans les rues de la ville de Yunqing. À l'intérieur de la voiture, notre héros réfléchit à ses sentiments compliqués à l'idée de retourner au manoir Shishan. Environ une demi-heure plus tard, ils arrivent enfin au portail de l'immense et luxueux manoir de la famille Wang. La secrétaire sort alors de la voiture dans sa tenue élégante et s'apprête à ouvrir la portière pour son patron. La grand-mère et un autre parent sont surpris de voir la jeune femme et se demandent où peut bien être l'ancien gendre de la famille. Sur ce, l'employé ouvre la portière et annonce au président Ye qu'ils sont enfin arrivés à destination. Notre protagoniste sort alors de la voiture et demande à la secrétaire de l'attendre à l'extérieur. Son ex-femme et la matriarche sont sous le choc en voyant que la secrétaire est devenue son chauffeur privé. Le cousin se met alors à se marrer et dit que le mec fait juste son show pour impressionner la famille. La mère du cousin est d'accord avec son fils et dit que c'est tordant de voir tout le numéro de l'ancien gendre. Il lui demande ensuite combien il a payé la secrétaire pour jouer la comédie de son chauffeur privé devant eux. Un autre cousin le traite de petit chien de la présidente Kun, et le jeune homme pense à quel point les membres de sa famille sont vraiment des pourritures. À ce moment précis, son ex-femme, Wang Xiao, apparaît avec un sourire narquois en train d'observer toute la scène. Elle se dit alors que son ami avait raison et qu'il fait tout ce cinéma juste pour l'impressionner. Sans leur prêter la moindre attention, notre héros dit à son cousin d'arrêter de tourner autour du pot et de faire venir le soi-disant témoin de l'incident. Sur ce, le protagoniste suit son cousin à l'intérieur du manoir et s'engage dans un long couloir rouge. Devant la porte d'une chambre, 2 types, avec des battes de baseball, les attendaient, l'air très menaçant. Le jeune homme se demande ce que des malfrats foutent là et l'un d'eux le salue en l'appelant « frère Yachen ». Notre héros ne le reconnaît pas et le type lui dit qu'il lui a vendu une montre pour 5 millions de yuans. Le cousin le nargue alors en disant qu'il a trop la trouille pour admettre avoir vendu la montre à ce malfrat. Notre héros sourit et dit que ce témoin est tout à fait dans le style de son cousin tandis que Shaji hurle que c'est bien lui qui l'a prise. La matriarche l'accuse alors d'avoir volé la famille et d'avoir en plus le culot de discuter. Calmement, le jeune homme se tourne vers la vieille dame et dit qu'il est seulement venu ici pour mettre au clair
qu'il n'a pas pris la montre. La grand-mère montre alors l'objet et dit que c'est une édition limitée et exclusive, donc qu'il ne peut pas y avoir d'erreur. Le malfrat l'accuse alors d'avoir vendu l'objet pour se payer sa suite présidentielle à l'hôtel de luxe. Sur ce, il le cuisine sur l'argent de l'hôtel, et le cousin se dit que l'ancien gendre est foutu. Notre héros déclare alors qu'il voulait discuter avec eux comme une personne normale, mais qu'il n'a eu droit qu'à des moqueries en retour. Le jeune homme décide donc d'abattre ses cartes et révèle à tout le monde qu'il est le président du groupe Awin. Et d'un air sérieux, il leur demande si le fait qu'il soit milliardaire n'est pas une raison suffisante. En entendant ça, tous les parents et les invités présents dans la pièce éclatent de rire au nez de notre protagoniste. Le cousin se fout de sa gueule et le compare à un personnage de film qui se la pète en se proclamant l'homme le plus riche de la ville. Une cousine lui propose de devenir sa seconde femme s'il est vraiment le président du grand groupe. Le malfrat lui dit alors d'arrêter de faire son cinéma et de se mettre à genoux devant la grand-mère et le cousin pour s'excuser. Son ex-femme dit que parce qu'il a été son mari pendant 3 ans, la famille ne le livrera pas à la police. Elle ajoute qu'il pourra rembourser l'argent plus tard, mais qu'il doit se mettre à genoux et admettre son erreur. Notre héros répond qu'il n'a rien fait de mal et que même si c'était le cas, la famille Wong n'est pas digne de ses excuses. Furieuse, la mère du cousin hurle d'appeler les flics et d'envoyer l'ancien gendre en tôle pour 10 ans. Le malfrat commence à flipper, car si les flics débarquent, leur coup monté risque d'être découvert. Alors il hurle que le type se mettra à genoux d'une façon ou d'une autre et ordonne à ses hommes de bien le tenir. Sur ce, les 2 sbires l'attrapent par les bras et ordonnent à notre héros de s'agenouiller par terre. Maintenant, avec un regard glacial, notre héros répète qu'ils ne sont pas dignes de le faire mettre à genoux. Puis il se libère facilement et assène un puissant coup de coude à l'un des sbires qui hurle de douleur. Ensuite, le jeune homme envoie un coup de poing net en plein visage de l'autre type qui le tenait. Le chef des voyous est surpris par sa force et ordonne à tous ses hommes de lui tomber dessus en même temps. Mais soudain, un petit chien blanc apparaît en aboyant et les hommes sont surpris par l'apparition de l'animal. C'était Huaha, le chien de la grand-mère, qui se met devant Etchen pour le protéger des voyous. Notre héros ramasse alors le petit chien et dit qu'il s'en est occupé pendant des années et que l'animal s'inquiète pour lui. Sur ce, il se dit que même un chien sait qui le traite bien, ce qui n'est pas le cas de certaines personnes.